Et je dois dire ceci, c'est de loin le meilleur rapport qualité-prix par page dans un livre que j'ai lu cette année sans aucune exagération. Vous voyez, ça frappe instantanément comme la foudre. C'est pourquoi nous avons 200 chapitres cette fois-ci. Tout bref, tout concis. Donc chaque chapitre bref est comme une flèche pour livrer des résultats instantanément et atteindre un endroit particulier ciblé. Je vous considère comme l'icône de la génération pensante. La plupart des livres de développement personnel traitent le symptôme plutôt que la maladie. Oui. Vous savez, lorsque je lisais le manuscrit, pour moi, il fonctionne tout autant pour un enfant de 12 ans que pour une personne de 4-20 ans. Vous pourriez ouvrir n'importe quel chapitre de n'importe où et avoir l'impression qu'il a été écrit juste pour vous. C'est donc l'intensité que ce livre apporte. Évidemment, les chapitres sont courts et, cela sera un avantage pour cette génération qui traite avec des clips et toutes sortes de choses courtes. Mais le véritable avantage réside dans l'intensité perçante. C'est ce qui manque à la vie moderne. Acharyaji, Namaskar. C'est un plaisir et un privilège de vous avoir. Je vais dire cela avec certitude, ki ham log apko, vous allez nous manquer à Delhi parce que vous deviez être en personne à Delhi. Mais je sais que vous travaillez sur quelque chose de très, très important. S'il vous plaît, dites-nous ce qui vous retient à Goa, monsieur. Goa, pour moi, c'est l'absence de beaucoup de choses qui entravent mon travail sur le livre. Donc, je suis spécialement ici pour porter le livre à un niveau de précision et de perfection qui ne laisserait rien à désirer. Je ne veux pas faire de compromis de quelque sorte que ce soit. Je veux défier tout petits bugs, toute absence de netteté qui pourrait être restée, et c'est ce que je fais ici, en consacrant de nombreuses heures quotidiennement au livre, bien que, techniquement, le livre soit déjà terminé. Le livre est terminé depuis presque 10 jours maintenant. Mais ensuite, je m'assure de plus d'itérations. Je refais encore et encore plus de chapitres. Et Goa aide. Goa aide beaucoup. Pas parce qu'elle offre quelque chose de plus, mais à cause de l'absence de nombreuses choses que je rencontre autrement. C'est donc un bel endroit. Et je profite vraiment du beau travail que je fais dans ce bel endroit. Et je dois dire, Acharyaji, vous savez, l'excitation est vraiment, vous savez, en train de monter. Cela fait 3 ans que vous n'avez pas publié avec nous vous savez, votre livre avec nous, Ananda. Oui. Et je suis l'un des rares chanceux qui ont eu l'occasion de lire le manuscrit de La vérité sans excuse. Merci beaucoup. Et je dois dire que c'est de loin le livre qui offre le plus de valeur par page que j'ai lu cette année sans aucune exagération. Vous savez? Oui. Oui, il y aurait certainement de la valeur par page, mais le format n'est pas sorti de ce calcul. Le format est en fait né de la nature même de la vérité. Vous voyez, elle frappe instantanément comme la foudre, hein? Comme un éclair soudain. Vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'elle émerge progressivement après 300 pages. Hein? Oui. Une phrase peut suffire. Un événement peut suffire. Une action, une idée peut suffire. De plus, c'est multiforme. Vous ne savez jamais. Vous ne savez jamais d'où cela va venir ensuite. Et cela peut venir de n'importe où et de partout. C'est pourquoi nous avons 200 chapitres cette fois. Tout est bref, tout est succinct. Et ils traitent tous des divers aspects de la vie. Mais tous pointent vers la même vérité sous-jacente. Pas de manière positive,
mais d'une manière de perturbation, d'une manière de défi, négation. Nous vivons à une époque de douces mensonges, n'est-ce pas? Et cela forme Oui, ta partie du titre du livre. Deux mensonges et illusions sur mesure. Donc chaque bref chapitre est comme une flèche, hein? Pas comme un essai. C'est comme une flèche pour livrer des résultats instantanément. Pour atteindre un endroit précis, il y a tellement d'endroits dans notre vie quotidienne. Par conséquent, nous essayons de trouver des choses là où elles sont et de les aborder telles qu'elles sont. Acharyaji, j'ai fait une observation intéressante. Vous savez, c'est que lorsque nous vous avons engagé pour Ananda, il y a, je crois, 4 ou 5 ans, vous aviez, sur les réseaux sociaux, vous aviez 2 millions de followers. Et en passant par votre, vous savez, vous avez je vous considère comme l'icône de la génération réfléchie. Parce que pour nous, vous avez une image qui n'est pas comme celle de n'importe quel orateur ou gourou dans le langage courant. Les gens à notre époque, et vous savez, à notre époque, les gens aiment qu'on leur raconte des mensonges confortables. Ils ne veulent pas que quelqu'un leur parle franchement. Mais ton style et ton approche, ils sont absolument, parfois, c'est presque trop abrasif, sinon trop dur. Maintenant, s'il vous plaît, expliquez-moi cela. De 2 millions aujourd'hui, vous avez plus de 80 millions d'abonnés sur les réseaux sociaux. Est-ce l'époque où les gens ont commencé à aimer les vérités dures? Vous voyez, c'est quelque chose d'intéressant, presque mystérieux. D'un côté, il est vrai que le public ne s'est pas présenté de lui-même. Nous devions les poursuivre sans relâche, et nous les poursuivons toujours avec beaucoup de passion. C'est une grande partie de la mission. Donc c'est une partie de la réponse. Et la deuxième partie est que nous parlons de gens à la recherche de confort, mais sous tout le confort et les commodités qu'ils recherchent. La seule chose que chaque être humain recherche vraiment est la vérité. Oui. C'est juste que la vérité semble inabordable et aussi parfois trop risquée ou coûteuse. Alors, on se contente de substituts pratiques plutôt que de la vraie chose elle-même. Mais même dans les substituts pratiques, c'est la vraie chose que nous postulons ou projetons ou essayons d'obtenir une sorte de compensation. Alors, si la réalité, la vérité nue telle qu'elle est, peut briller, pourquoi et pendant combien de temps quelqu'un voudrait-il s'en échapper? Donc, ce que je veux dire, c'est que lorsque les gens fuient la vérité, ils courent en réalité vers quelque chose qui ressemble au moins à la vérité. D'accord? Alors, C'est leur version de la vérité. c'est leur version de la vérité. En partie parce que la vraie chose n'est pas disponible, et en partie parce qu'elle semble trop chère. Oui, c'est Mais si la véritable chose peut être apportée à eux, ils peuvent avoir une sorte d'assurance que même si les coûts semblent prohibitifs, les bénéfices dépassent largement les coûts. Alors ils viennent lentement. Et vous avez parlé de moi comme étant abrasif. C'est en partie parce que les gens en ont besoin. Ce n'est pas seulement un besoin, c'est en fait une demande qui vient d'eux.
Je ne suis pas moi-même une personne abrasive ou nécessairement dure ou dominatrice ou quoi que ce soit. Rien de tout cela. Mais vous pourriez appeler cela une exigence de ma relation avec les chercheurs. Dorloter, ils en ont assez. Ce dont ils ont vraiment besoin, c'est de la réalité, chose directe qui leur montre où ils sont coincés et de combien de manières différentes nous le sommes tous, et indique comment nous pourrions passer de là où nous sommes. Alors, est-ce que vous aussi, à cause de cela, avez chaud des emails vivement rédigés ou des menaces en conséquence? Oui, c'est une partie de l'accord. Cela vient avec le package. Et cela doit être accepté, non seulement avec indifférence, mais si possible, avec gratitude. Bien que cela ne soit pas facilement possible, je vous le dis. Mais c'est quelque chose à quoi vous vous engagez lorsque vous dites que vous allez répondre à la vie telle qu'elle est. Et la vie telle qu'elle est aujourd'hui n'est pas très jolie. Absolument. Lorsque vous dites cela, soit le capitalisme, soit l'environnement, soit les injustices de plusieurs sortes, soit la religion, soit les préjugés de caste, soit la technologie, soit l'économie, vous allez réagir à toutes ces choses dans la vie où que vous les voyez. Et ensuite, évidemment, toutes sortes de réactions se manifesteront à votre égard. Vous devez vous y préparer. Vous savez que cela se produit. Absolument. Acharyaji, quand nous grandissions, vous savez, nous étions habitués à ce mot en hindi appelé Shatyashla. Alors que je me tiens ici et où nous en sommes en tant que société aujourd'hui, je pense que pour moi, Shatyashla, avoir la vérité et aussi, vous savez, la capacité d'être affable, cela ressemble à un oxymore à notre époque. Connaissez-vous quelqu'un qui est Shatyashla? Je pense qu'on doit... Soyez plus clair sur la définition même de Shatyashla. Vous voyez, un shla se réfère davantage à l'action, l'approche ou l'attitude. Si nous sommes plus clairs sur la nature de Shatyashla elle-même, nous saurons que Satya est évidemment la vérité. Shla se réfère plus à l'action, à l'approche ou à l'attitude. Donc, tout ce qui vous mène vers la vérité, Tamso ma Jyotirgamaya, tout ce qui vous mène vers la lumière, cela mérite d'être appelé Shla. Et seulement ce qui vous révèle la vérité, en perçant les ténèbres, mérite d'être appelé Shla. Cela ne peut pas être un code de conduite. Cela ne peut pas être question d'être doux ou affable, ou gentil ou poli. Bien que communément c'est la façon dont nous le comprenons, mais cela doit être remis en question, débattu. Cela concerne le fait d'avoir une dévotion sans faille envers la vérité, et uniquement la vérité. Et si vous vivez de cette manière, alors vous suivez Shela. Et si cette dévotion exige d'être franc, direct et précis, alors cela fait effectivement partie de Shela. La vérité et Shala ne sont pas deux choses séparées. S'il vous plaît, comprenez.
tout ce qui mène l'organisme, l'ego vers la lumière est Shella. Au lieu de cela, le genre de conception que nous avons évoqué est que si vous êtes décent, poli, puis-je dire dilué, et si vous êtes quelqu'un qui n'aime pas être direct, blesser les gens, alors vous êtes chez l'avant. Non, ce n'est pas comme ça. La vérité, c'est la seule absolue. La vérité, c'est la seule absolue. Donc il doit y avoir une dévotion sans faille. On ne peut se soucier de rien d'autre. Il faut être comme un médecin, comme le Bouddha avait l'habitude de dire. Le médecin cherche évidemment à obtenir le consentement du patient et essaie de le rendre aussi indolore que possible. Il continue également à conseiller, mais rien de tout cela ne doit interférer avec le véritable traitement. Si le patient dit que cette approche va me faire mal, je ne veux pas subir ce genre de chirurgie. Le médecin ne va pas vraiment écouter. Le médecin parlerait au patient, conseillerait le patient, mais lui dirait finalement que c'est la seule méthode possible. Si vous ne voulez pas subir cela, alors votre propre bien-être sera compromis. Personnage. Ça me rappelle, désolé, je t'interromps juste, ça me rappelle qu'il ne peut pas y avoir d'extraction de dents sans douleur. Oui. Donc, la douleur n'est vraiment pas quelque chose que l'on cherche délibérément à infliger à autrui. Mais que faire si ce que vous faites est comme sortir l'autre de son engourdissement auto-infligé? Vous savez, quand vous vous désensibilisez à la vie, vous arrêtez de ressentir la douleur, n'est-ce pas? Absolument. Et si les mots de l'écrivain vous réveillent, vous rendent plus sensible et plus présent à votre propre condition, alors vous ressentirez de la douleur. Pas ça. La douleur n'est pas quelque chose que l'auteur ou l'enseignant vous a infligé. C'est une douleur qui était de toute façon toujours présente dans votre état, dans vos habitudes préexistantes. C'est juste que nous réprimons la douleur. Nous avons des sédatifs. Nous avons toutes sortes de divertissements, même des excitations, afin que la douleur puisse être mise de côté, ignorée, apaisée. La tâche de l'auteur est de redonner vie à la vie. Et quand cela se produit, cela commence toujours par la réalisation que l'on souffre. S'il te plaît, comprends. C'est la prise de conscience qui pourrait être nouvelle. Ce n'est pas que la douleur soit nouvelle. La douleur existe déjà. Sinon, l'enseignant n'en a même pas besoin. Si le chercheur, si le public va déjà bien, pourquoi doit-on enseigner, traiter ou écrire? C'est parce que la douleur existe. C'est parce que nous souffrons déjà, que certaines choses sont dites ou écrites. Mais nous sommes des gens intelligents. Alors donc nous avons des inhibiteurs. Nous avons des analgésiques. Mon rôle commence par faire comprendre au public que nous ne sommes pas bien, mais que nous pouvons l'être. Nous méritons de l'être. C'est possible. Et c'est uniquement à cause de quelque chose que nous avons fait de manière excessive, au-delà de ce qui doit être fait, que nous sommes arrivés dans notre situation actuelle. Alors pouvons-nous arrêter de faire certaines choses? Pouvons-nous arrêter d'avoir peur? Pouvons-nous arrêter de courir après? Et c'est aussi simple que ça. Vous n'avez pas besoin de faire trop de choses supplémentaires. Beaucoup de ce qui est déjà fait doit être vu pour ce qu'il est. Ensuite,
probablement abandonné. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Vous savez, jusqu'à présent, je pense que la plupart d'entre nous et la majeure partie de la littérature d'auto-assistance traite le symptôme plutôt que la maladie. Vous savez, aborder cela revient essentiellement à traiter le symptôme. Nous avons quelques chapitres sur cette catégorie aussi. Développement personnel. Hein? Et il commence par demander, que signifie le développement personnel? C'est l'ego qui traite l'ego. C'est l'ego qui joue au docteur. Oui, Alors, vous voulez juste rester tel que vous êtes sans, tout d'abord, comprendre qui vous êtes et pourquoi vous êtes dans une situation qui nécessite de l'aide au départ. absolument. Acharyaji, je veux dire, j'ai mes propres biais de éditeur. Vous savez, lorsque je lisais le manuscrit, pour moi, il fonctionne tout autant pour un enfant de 12 ans que pour une personne de 80 ans. Mais lorsque vous écrivez ce livre, il est évident que vous êtes perfectionniste. Vous écrivez ce livre en ayant un lecteur ciblé à l'esprit. Quel est votre lecteur idéal pour ce livre? Quiconque est sincère à propos de sa propre condition. Je n'ai pas vraiment de public cible en tête. Je n'ai pas de considération pour le statut économique, la catégorie sociale, le genre ou la nationalité. Mais ce que l'on cherche vraiment, c'est un véritable désir de se libérer des chaînes, des contraintes, des souffrances auto-infligées. Où que ce soit, ce livre serait utile. C'est la raison, vous voyez. Nous avons décidé d'avoir juste autant de chapitres brefs. Oui. Parce que la vie nous arrive de tellement de façons innombrables. Et vous ne savez jamais ce qui va se passer ensuite. Tout est inattendu. Bien que nous voulons, et nous essayons, de forcer les choses beaucoup. Nous voulons que les choses soient prévisibles, et bien arrangées, et bien estimées à l'avance. Mais pourtant, la vie est toujours fraîche, et elle présente tellement de visages. C'est pourquoi nous essayons de traiter les différents aspects de la vie. Vous pourriez ouvrir n'importe quel chapitre de n'importe où et avoir l'impression qu'il a été écrit juste pour vous. Juste pour vous. Cela aborde la vie contemporaine et essaie de révéler quelque chose qui est contemporain, mais très ancien. Exactement. En fait, je veux dire que c'est ce dont je parlais avec certains de mes collègues et j'ai dit que ce livre est parfaitement adapté à cette génération Instagram au déficit d'attention. Vous pouvez prendre n'importe quel chapitre de n'importe où. Un chapitre ne ferait pas plus de 2 pages. Vous lisez un chapitre, fermez le livre, puis méditez, réfléchissez-y, vous savez. Mais il y a autre chose que je voudrais dire. Le déficit de l'attention est évidemment un problème que nous voyons tous les jours. C'est présent. Mais le vrai défi est plutôt l'absence d'intensité. Ouais. Intensité. Nous sommes affamés de quelque chose qui pénètre vraiment la surface. Il y a tellement de superficialité et de banalité. Donc c'est de l'intensité que ce livre apporte. Évidemment, les chapitres sont courts et cela sera un avantage pour cette génération qui traite des bobines et de toutes sortes de choses courtes sur les divers médias. Donc cela serait un avantage. Mais le véritable avantage réside dans l'intensité perçante. C'est ce qui manque à la vie moderne. Nous avons toutes sortes de choses. Nous avons un excellent choix. Il y a jamais vu auparavant, une prolifération horizontale. Ceci, cela, diversité, abondance. Ce qui manque, c'est la profondeur. Et c'est la profondeur que ce livre apportera. Et
Je reviens à ce mot encore. Flèche. Une profondeur semblable à une flèche. Hein? Frappant comme la foudre, immédiatement. Donc vous n'avez pas la chance de vous en échapper. La brièveté est un avantage dans ce sens. Vous ne pouvez pas dire. Vous ne pouvez pas dire. Vous savez, je vais venir à ce chapitre plus tard. Avant que vous ne disiez cela, le chapitre a déjà fait son effet. Cela me rappelle cette publicité d'il y a de nombreuses années. Où irez-vous en évitant cette énergie? Comme genre un... Non, alors une chose que j'ai remarquée, Ouais, comme un koan zen. Hein? absolument. Comme un koan zen. Très bref, très efficace. Et il fait son travail en un clin d'œil. En fait, je veux dire que le changement que j'ai réellement remarqué au cours des 5 dernières années, donc je veux dire dans mes interactions, même si je parle à un chauffeur de taxi ou que je parle à un philosophe, un homme d'affaires ou une célébrité, tout le monde a soit entendu parler d'Acharya Prashant, soit vu les vidéos d'Acharya Prashant. La plupart d'entre eux diraient oui, il parle de la vérité. C'est quoi? C'est le consensus. Maintenant, je t'ai vu parler du changement climatique, du capitalisme, du véganisme, des problèmes sociaux, des problèmes de jeunesse. Vous parlez de tout et de rien, de presque tous les sujets que vous choisissez et vous pouvez parler avec, bien sûr, les fondamentaux étant Vedanta. Qu'êtes-vous? Qu'est-ce qu'Acharya Prashant? Est-il un gourou spirituel ou est-il un intellectuel public? Eh bien, vous voyez, je ne suis vraiment pas un gourou. Je ne voudrais pas non plus me qualifier d'intellectuel public ou quoi que ce soit d'autre. Ce ne sont que des étiquettes. Bien sûr, certains sont même des étiquettes agréables ou flatteuses, mais elles sont toutes très limitantes. Une fois que vous acceptez une certaine étiquette, vous êtes catégorisé. Hein? Et la vie ne vient pas à nous en catégorie, n'est-ce pas? Tout se passe autour de nous. Et en tant que personne sensible et consciente, vous y réagiriez, n'est-ce pas? Ou diriez-vous qu'il y a une certaine philosophie que j'aime et dont je viens? Donc je ne parlerai que des principes de cette philosophie? De cette philosophie? Non. Vous répondez à tout, et la vie est tout. Du capitalisme aux relations personnelles. Et ces choses paraissent très différentes, n'est-ce pas? Quel rapport les relations personnelles ont-elles, disons, avec les politiques de la Banque mondiale? Ou les préoccupations environnementales? Sur la manière dont la religion se développe de nos jours? Et puis, il y a la politique et les sports. Il y a la technologie et il y a l'économie, mais ne sont-ils pas tous un? Ne sont-ils pas tous, tout d'abord, évidents pour nous? Ne sommes-nous pas le seul expérimentateur de la diversité des expériences qui nous entourent? Si la diversité est dans les expériences et non dans celui qui les vit, comment dire que je ne vais pas réagir à cette chose particulière dans la vie? Évidemment, s'il y a des contraintes de compréhension, alors je ferai mieux de me taire. Je ne voudrais pas entrer dans les détails techniques de quelque chose au-delà de ma compréhension. Donc, c'est quelque chose dont je me tiendrai à l'écart. Mais il y a des choses dont vous connaissez les détails en tant que question de connaissance générale. Vous voyez d'où viennent ces choses. Vous savez d'où vient le changement climatique. Vous connaissez la relation entre le changement climatique et la culture. Vous connaissez également la relation entre la culture et la philosophie. Alors vous devez voir puis dire que le déclin de la philosophie est la raison de la détérioration de la culture populaire. Et c'est ce qui aggrave
la crise climatique. Et donc, toutes ces choses sont interconnectées. Nous sommes le lien, l'expérimentateur, l'être humain, le voyant, est au centre de toute vie. C'est celui-ci qui est interpellé par tout. Par conséquent, il répondra à tout. D'accord. Maintenant, il y a une question que j'avais et que je voulais vraiment te poser. C'est, pour moi, personnellement, l'expérience d'entrer dans une librairie est quelque chose que j'équivaudrais à l'expérience d'un enfant entrant dans un magasin de bonbons. Je suis facilement distrait par les livres et entrer dans une librairie, regarder des livres et acheter des livres est l'une de mes activités favorites. Maintenant, comment Acharya Prashant achète-t-il des livres? Tout d'abord, je veux éviter les futilités. Je ne commencerai généralement pas avec les best-sellers, même si ce n'est pas critère nécessaire. Plusieurs grands livres ont également été des best-sellers. Mais avant que je regarde le livre ou les références de l'auteur, je regarde à moi-même. Quand j'entre dans une librairie, je sais déjà d'où je viens. Je connais ma situation et mes besoins. C'est alors que je veux voir ce que l'autre a à offrir. Hein? Je reste ouvert aux surprises. Je reste ouvert aux nouveautés qui pourraient venir à moi. Mais avant tout cela, je veux être sûr de moi. Si je ne sais pas qui je suis, ni ce que je veux, alors je serai plus susceptible d'être emporté juste par le marketing. Vous comprenez? Quelqu'un dit « J'ai vendu 2 millions d'exemplaires » ou un livre porte un grand nom et cela m'emportera. Ou bien s'il y a un grand éditeur comme vous, alors encore, je serai emporté. Donc toutes ces choses sont évidemment importantes. Évidemment, si un bon éditeur soutient un auteur, cela signifie quelque chose, évidemment. Mais bien plus que tout cela, je veux connaître mon esprit. Et ensuite, j'aurai une longue liste et ensuite une courte liste. Quand j'achète des livres, je passe beaucoup de temps. Ce n'est pas une décision prise à la légère parce que je vais passer des heures et des heures, parfois des mois avec un livre. Et si je tombe amoureux d'un livre, j'y reviens. Parfois plusieurs fois, 3 ans, 5 ans, 8 ans. Et puis je pourrais aussi vouloir enseigner à partir du livre. Alors, c'est le genre relation profonde et intense que je vais éventuellement avoir avec un livre que je choisis. Donc, je fais très attention à ce que je choisis. J'achète beaucoup. Parce que je ne peux jamais être certain de faire absolument le bon choix. Je n'ai pas encore parcouru les pages, les mots, n'est-ce pas? Alors, je donne le livre, l'auteur, le bénéfice du doute. Si je suis incertain à propos d'un livre, je préfère l'acheter. Je l'apporterai à moi-même. Je commencerai à le lire. Et si cela ne se passe pas bien pour moi, peut-être que je le mettrai de côté ou peut-être que cela sera utile à quelqu'un d'autre. La Fondation a une riche bibliothèque. Beaucoup de livres de cette bibliothèque n'ont pas été lus par moi. Mais ce sont tous de bons livres. Ils méritaient d'être là. Alors ils ont été amenés. C'est une relation très importante fondamentalement entre vous et l'autre.
Vous voyez, nous disons absolument, Bien sûr. même communément. Nous disons que il faut être très prudent avec les fréquentations. D'accord. Il y a eu quelqu'un qui n'est probablement même plus vivant aujourd'hui. Et il a versé l'essence distillée de son être dans ces pages. N'est-ce pas? Quelle meilleure compagnie pouvez-vous obtenir? Quelle meilleure entreprise? Vous avez été libéré de ce que je pourrais dire la tyrannie de l'immédiateté. Hein? Vous n'êtes pas obligé de vous limiter aux personnes, aux situations ou aux lieux qui vous entourent. D'accord? La personne pourrait venir de l'Angleterre du 15e siècle. Hein? Ou 5e avant Jésus-Christ en Chine. Et vous avez accès à lui. Et par accès, je veux dire accès à la meilleure partie de lui parce que chaque personne est un spectre. Et quand l'auteur écrit un livre, il ne présente que ce qui est vraiment précieux. Sinon, il y a beaucoup de choses à notre sujet, chacun de nous, qui sont très ordinaires, très communes. Elles n'ont même pas besoin d'être partagées, parce qu'il n'y a aucun avantage pour l'autre. Lire ces choses. Alors je partage le meilleur que j'ai à vous offrir. Et cela vous vient de l'autre côté du monde depuis des éons. Par conséquent, je dis que c'est une relation très importante qu'une personne a avec les livres. C'est en fait plus important que la relation que nous avons avec les personnes. Hein? Oui, oui. Absolument. Et deux. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Et si quelqu'un sait entretenir une relation avec les livres, probablement qu'il aurait aussi de meilleures relations personnelles. Et vice-versa, vous voyez. Acharya, vous savez, vous avez soulevé un point très, très important. Vous voyez, il faut beaucoup d'efforts pour écrire un livre et vous en êtes la preuve. J'ai nommé, vous avez tout mis de côté. Je sais que vous avez un emploi du temps très, très chargé. Vous travaillez, vous savez, au moins 16 heures par jour, des engagements de parole. Cet engagement, vous avez tout mis de côté. Vous êtes juste concentré sur le livre. Donc, votre rôle en tant qu'auteur et notre rôle en tant qu'éditeur est évidemment important, mais il y a quelque chose d'encore plus important où il y a un lien très solide entre l'auteur et l'éditeur pour atteindre le lecteur, et ce lien est le libraire. Vous savez, le libraire, le distributeur, je pense, ils font un travail noble. Ce n'est pas juste du commerce. Oui, oui. Il y a beaucoup de passion dedans. Il y a beaucoup de motivation. Donc, je sais que nous n'allons pas vous voir en personne à Delhi, mais dans cette salle, nous aurons tous nos distributeurs et libraires de toute l'Inde qui vous écouteront. Quel message aimeriez-vous leur transmettre? Tout d'abord, un grand merci car j'ai été aidé dans une large mesure par les opérations sur le terrain. Je me souviens des gens, je me souviens des visages, des noms. Et quand j'étais à la librairie, j'étais un visiteur fréquent. Ils me connaissaient. D'ailleurs, Et j'ai bénéficié de leurs suggestions, recommandations. Et ce sont eux qui connaissent les auteurs. Ils ont aussi le don de connaître le lecteur de livres, l'acheteur. Et ils font ou peuvent au moins potentiellement faire un travail merveilleux. Et j'ai grandement bénéficié de certains libraires et de leur personnel. Et c'est mon moment pour exprimer ma gratitude envers eux. Et en fait, je vous remercie aussi parce que c'est probablement la première fois qu'une telle question m'est posée. Et cela m'a donné l'opportunité d'exprimer des remerciements. Et sur cette note, Acharya, vous savez, nous savons que vous avez un emploi du temps très chargé, mais nous ne vous laisserons pas partir sans une demande. Et cette demande est que partout où vous voyagez, nous nous assurerons que vous signez autant d'exemplaires de votre prochain livre que possible.
Je serai très très content de le faire. Et même lorsque nous terminerons cette interview, je vais retourner au manuscrit, je vous assure. Parce que cela remplit, ce qui remplit mes jours et mes nuits depuis les dernières semaines. Juste hier, je pensais que, une fois que je vous l'aurais envoyé, il y aurait un certain vide dans ma vie pendant un moment. Vraiment? Presque comme un... Vous savez, cette expérience postpartum, hein? Quand la mère accouche, il arrive parfois qu'elle ressente une certaine confusion. Que faire ensuite? Alors votre livre a été un tel compagnon pour moi. Il est présent même dans mes rêves ces jours-ci. Donc je vais y revenir maintenant. Merci beaucoup, Acharya. Et c'est de la musique aux oreilles d'un éditeur. Merci, merci. Merci beaucoup. Merci, merci. Merci. Namaskar.